Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast de Yann l'Original. Alors pour une fois, c'est pas une vidéo. Ça fait quelques mois que je vous avais parlé de l'idée que j'avais de me lancer dans le format des podcasts et ça fait également quelques mois que je réfléchis à comment lancer celui-ci et comment l'inaugurer de mieux qu'avec une histoire que j'estime extrêmement croustillante. Alors c'est une histoire qui m'est arrivée, que je vais vous livrer. C'est un petit peu lourd, mais vous allez voir que c'est assez riche en rebondissements et je trouvais ça intéressant de la partager avec vous. Tout commence il y a de ça presque une dizaine d'années. Ça devait être à peu près en 2012 ou en 2013. Alors à l'époque, je travaillais comme vendeur dans une bijouterie qui était située dans une grande surface, dans un supermarché. J'étais donc simplement vendeur au comptoir. On vendait des bijoux bas de gamme à moyenne gamme. C'était pas de la grosse qualité, hein. C'était le cœur de clientèle, c'était des gens qui venaient faire leurs courses et qui repartaient avec le petit bijou coup de cœur, la petite bague à 30, à 50 euros. Un jour, dans ce magasin, j'y travaillais déjà depuis un petit moment, se présente une dame, qu'on va appeler Mireille. Pour les besoins de la vidéo, c'est pas son vrai nom évidemment. Et Mireille était accompagnée d'une deuxième dame, beaucoup plus âgée qu'elle, elle devait avoir à peu près 80 ans, là où Mireille devait en avoir un peu plus de 50. Et la deuxième dame était en chaise roulante. Alors je vois ces deux clientes que je ne connais pas du coup à ce moment-là, s'approcher du comptoir, on prend un peu le contact, voilà, comment est-ce que je peux vous aider, etc. Et la dame, donc Mireille, explique qu'en fait elle s'occupe de cette petite dame âgée, qui avait l'air très gentille. Et pour remerciement, cette dame voulait lui offrir un cadeau. Et que Mireille est fan de bijoux, et que du coup, elle a dit voilà, je n'insiste pas, mais si vous voulez vraiment m'offrir un cadeau, un bijou me ferait plaisir. Donc elle arrive dans le magasin, et elle choisit si mes souvenirs sont bons, je sais que c'était un bijou en or, mais je pense que c'était une bague. On parle pas d'un petit budget quand même, puisqu'on est sur une bague à plusieurs centaines d'euros. Et voilà, elle fait sa sélection, elle est très contente d'avoir son petit bijou, et elle repart. De temps en temps, je croise Mireille avec cette dame dans le magasin, elle vient de me dire bonjour, et parfois je croise Mireille toute seule. Cette dame, voilà, à l'époque je ne connais pas encore son prénom évidemment. C'est une cliente tout à fait lambda pour moi, même si, de par le fait qu'on ne vend normalement dans ces magasins-là que des pièces assez peu chères, entendez par là maximum quelques centaines d'euros, ça reste quand même une bonne cliente, parce qu'à chaque fois qu'elle vient, elle achète avec cette petite dame, et parfois elle vient seule. Et je me rappelle d'une fois où elle est venue justement seule, pendant les soldes, et elle a fait une sélection de bijoux, une bonne dizaine de pièces en or, et je pense qu'on arrivait à un montant qui devait avoisiner les 5000 euros. Et donc cette dame m'explique qu'elle va payer avec sa carte Visa, mais qu'elle a un plafond de paiement de 2500 euros, donc elle va devoir faire le paiement 2 fois. Moi ça me pose pas de problème, hein, je suis là pour vendre, je suis pas là pour enquêter sur ce que font les gens. Elle paye une fois 2500 euros, puis la carte ne passe plus, et elle repaye avec une autre carte Visa, plus ou moins la même somme. Je pense qu'on était entre 4500 et 5000 euros. Donc pour le magasin, là, ce sont quand même de belles ventes. Et c'est moi qui les honore, donc j'en suis d'autant plus content, parce que vu qu'on est plusieurs à y travailler, c'est toujours agréable de faire des belles ventes qui sauvent un petit peu l'équipe. À cette époque-là, je travaille non seulement du coup dans ce magasin comme employé, mais je suis aussi déjà indépendant complémentaire, ce qui veut dire que j'ai une activité d'indépendant sur le côté, qui consiste, comme vous le savez si vous suivez un petit peu mon travail depuis ces dernières années, à vendre des bijoux anciens. Et en fait, ce qui est assez rigolo et particulier dans cette histoire, c'est que l'endroit où je vends mes bijoux d'occasion, en fait, c'est une brocante, une sorte de marché d'antiquaire, qui a lieu sur le parking de la grande surface où je travaille la semaine. Donc la semaine du mardi au samedi, mettons, je travaille dans ce magasin, et le dimanche, je viens sur le parking, le magasin étant fermé, pour déballer mon petit stand de bijoux anciens. Un jour, Mireille se pointe sur cette brocante, et me dit « Ah, mais je vous reconnais, vous êtes le petit monsieur du magasin, etc. » Et je dis « Oui, effectivement. » Donc à l'époque, par des soucis d'éthique, je n'ai pas dirigé de clients du magasin vers mon stand, et vice-versa, histoire d'éviter que mes clients viennent acheter dans un magasin où je ne gagne rien, et que les clients du magasin soient entre guillemets détournés pour me faire vivre, moi, de manière indépendante, quoi. Donc Mireille vient, et elle achète un ou deux petits bijoux, puis elle revient la semaine d'après, elle achète un ou deux petits bijoux, puis elle vient la semaine, elle rachète un peu des bijoux en or, bref, ça devient une très bonne cliente dans ce magasin, et dans mon magasin aussi, sur mon stand de brocante. Alors à l'époque, j'ai pas beaucoup de marchandises, hein, j'ai un tout petit stand, je n'ai pas encore les pièces telles que je les ai aujourd'hui, j'ai quand même un petit peu de bijoux en or, et c'est ce qui principalement intéresse Mireille, justement. Cette dame
vient régulièrement me dire bonjour à la brocante et papote avec moi. C'est quelqu'un de plutôt gentil, plutôt drôle. Comme je l'ai dit avant, une bonne 50aine d'années, une dame à qui on donnerait, j'ai envie de dire, le bon Dieu sans confession. Et je sympathise un petit peu avec elle. C'est-à-dire que quand elle vient au magasin pendant la semaine, je vais lui faire la bise, je lui dis bonjour, on papote, elle me raconte ses histoires de famille. Et du coup, elle devient un petit peu plus intime, on va dire, en termes de rapport clientèle. Elle me fait comprendre qu'elle aime énormément la bijouterie, que ça l'intéresse, qu'elle viendrait bien une fois me montrer ses bijoux pour que je puisse faire une expertise dessus à mon atelier. Elle adorerait me voir travailler. Bref, elle se rapproche un petit peu. Je suis pas quelqu'un qui a tendance à douter fort des gens, donc je ne me méfie pas plus que ça. Je n'avais d'ailleurs aucune raison de me méfier à ce moment-là. Et un jour, Mireille vient justement à l'atelier. À l'époque, mon atelier est dans le bas de ma maison, dans le garage, et donc elle assiste un petit peu à des petites réparations, elle regarde un petit peu ce que je fais, je regarde un peu ses bijoux, je lui évalue quelques pièces, tout en sachant qu'elle reste une cliente, et que elle achète de temps à autre, voilà. Ce qui ne fait pas de mal à l'époque, puisque à l'époque, mon activité peinait un petit peu à démarrer. Quand je constate que Mireille vient avec ses bijoux pour des expertises, je me rends compte qu'elle a quand même de très jolies pièces. Elle en a beaucoup. Elle a beaucoup de bijoux, elle a quand même des lots assez importants qui lui appartiennent. Elle me dit qu'elle est collectionneuse et que, comme une bonne partie de mon cœur clientèle, elle préfère investir son argent dans des bijoux et dans de l'or que dans une assurance vie ou dans un bien immobilier. C'est une dame qui vit seule, pas très très loin de chez moi d'ailleurs. Et bref, on sympathise. Au bout de quelques mois de travail dans le magasin où j'étais vendeur à l'époque, j'apprends que la chaîne de magasins va faire faillite, va fermer. Les patrons du magasin, bon ça c'est une autre histoire que je vous raconterai probablement aussi en podcast, parce que c'est aussi assez croustillant, mais la chaîne de magasins dans laquelle je travaillais s'arrête, fait faillite, pour des raisons très particulières que je vous évoquerai du coup dans un prochain podcast, parce que c'est, je vous dis, très très drôle aussi. Le patronat décide de proposer à tous les employés qui veulent partir, entre guillemets, un pack de départ, sachant qu'une partie des employés, s'ils restent sur place, seront repris par la chaîne de grands magasins pour travailler dans d'autres rayons. Moi, ça m'intéresse pas. Ce que j'aime, c'est la bijouterie, et ce que j'aime par-dessus tout, c'est la bijouterie à mon propre compte. Donc je vois ça un petit peu comme un signe de la vie, et j'accepte le package de départ, et je me lance comme indépendant. C'est-à-dire que je ne suis plus du tout employé. Et je reste du coup en contact avec Mireille, qui continue de venir me dire bonjour à la brocante, qui passe de temps en temps à l'atelier, qui m'achète de temps en temps une pièce ou l'autre. Lorsque Mireille vient à l'atelier, après un certain nombre de fois, elle m'en dit un petit peu plus sur sa situation. Elle m'explique déjà qu'elle est anciennement comptable, qu'elle vient de perdre son emploi parce que voilà, elle s'est prépensionnée, et que du coup elle n'a plus trop d'activité professionnelle et qu'elle adore la bijouterie, et je suis quelqu'un de, il faut le savoir, extrêmement bordélique. Donc j'ai beaucoup de mal à ranger, j'ai beaucoup de mal à simplement organiser mon travail au quotidien. Et donc Mireille me dit, écoute, si tu veux, si t'as besoin d'un petit coup de main ou l'autre, moi ça me fait plaisir de venir te donner un coup de main, tu me rends l'un ou l'autre petit service, tu me repolis une ou deux pièces, tu me remets une pierre quand il y en a une qui tombe, ce genre de choses. Et du coup, elle passe un peu de temps avec moi à l'atelier, et de fil en aiguille, elle me dit aussi qu'elle a des indemnités de prépension ou de chômage, je ne sais plus exactement, et qu'à son départ, elle a reçu un pécule qu'elle a envie de placer dans des bijoux, et que c'est pour ça en fait qu'elle achète aussi régulièrement. Dès qu'elle voit une pièce qui lui plaît, elle joint l'utile à l'agréable, elle fait son placement financier, et en même temps, elle s'offre un bijou qu'elle peut porter. Alors, au bout d'un certain temps, elle travaille avec moi depuis longtemps maintenant, elle s'occupe un petit peu de faire du rangement dans l'atelier, un petit peu dans la maison, etc. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de compagnie, et moi à l'époque ça me fait pas forcément de mal d'avoir quelqu'un avec qui travailler. Je travaillais avec un de mes collègues. Donc à l'époque je suis déjà employeur. J'ai déjà un employé sur la phase transitoire de la fin du magasin et du début de mon activité d'indépendante. J'ai engagé un de mes anciens camarades de classe, qui est resté d'ailleurs un de mes amis, qui travaille avec moi. Et j'ai bien besoin de quelqu'un en supplément pour m'aider un petit peu au quotidien, et Mireille me dit, écoute, si tu veux, je vois que tu as du mal avec ta paperasse, tes papiers, etc., et avec ton ordre, je veux bien t'aider un petit peu, non seulement pour l'ordre, mais également pour la comptabilité. Je me dis, venant d'une ancienne comptable, ça peut être pas mal, elle me demande pas grand-chose, en même temps, elle n'y met pas beaucoup de temps, et c'est très bien, ça lui fait une activité, moi aussi, tout le monde est content. Et du coup, petit à petit, Mireille va rentrer en fait, dans ma vie professionnelle, va m'aider pour certaines choses. De temps en temps, elle a déposé un bijou chez un client. Elle vient de temps en temps m'aider à la brocante aussi, parce qu'elle a des petits trucs à vendre, donc elle met 2-3 trucs sur mon stand. On s'entend assez bien. Et au bout d'un certain temps, à l'époque, je faisais déjà du rachat de bijoux, du rachat de métal, etc. Elle me propose, parce que je suis claustrophobe, voilà, j'ai la phobie des endroits clos,
lorsque je dois aller à Anvers, par exemple, pour déposer mes bijoux à la fonderie, je suis obligé de passer dans toute une série de sas de sécurité, des trucs blindés qui ne me font que très moyennement me sentir bien, on va dire. Et du coup, elle m'avait dit, écoute, si tu veux, moi je vais régulièrement à Anvers pour voir telle personne pour des pierres, ou je vais déposer un truc, ou acheter quelque chose, si tu veux, je dépose tes lots en même temps. Bon, je me dis, finalement, elle y va quand même, ça me fait de l'essence en moins, je sais quelqu'un en qui je peux avoir confiance, les sommes d'argent impliquées sont pas non plus énormes. Et du coup, de temps en temps, quand elle va à Anvers, Mireille prend avec elle un lot de métal, un lot de bijoux, qu'elle va déposer à la fonderie pour le traitement du métal et pour être payée par virement après. Alors, au bout d'un moment, j'ai quelques ennuis avec la fonderie avec laquelle je travaille, en sachant que j'avais donné à cette époque procuration à Mireille pour aller vendre sur mon compte métal. C'est-à-dire que les ventes de métaux se font via son intermédiaire, mais sont à mon nom. Ça, c'est important de le savoir parce que ça va jouer pour la suite. Et après avoir eu quelques petites blagues avec la première fonderie avec laquelle je travaillais, Mireille me dit qu'elle travaille de temps en temps, quand elle a des bijoux à vendre, etc., qu'elle va les déposer dans une autre fonderie, du côté d'Anvers aussi, où elle va régulièrement. Et cette fonderie, en fait, paye quasiment immédiatement sur le compte, donc ce qui est plus facile pour moi, parce que pour faire rouler ma trésorerie, c'est un petit peu plus simple. Et cette fonderie a une politique particulière qui est tout à fait légale, mais qui est qu'elle paye une partie de ses factures en espèces. Et du coup, moi, ça m'arrange bien dans le sens où je ne dois pas aller à la banque retirer de l'espèce pour pouvoir payer mes clients. Parce que quand vous avez un client qui vient vous vendre, il faut déjà qu'il ait un solide taux de confiance pour vous laisser un lot de 1000, 2000, voire 3000 euros de bijoux en or, sans la garantie que vous allez lui faire son paiement. Donc là, je change de fonderie. Je passe du coup dans ce nouveau laboratoire qui me délivre des enveloppes en espèces, mais contre facture. C'est toutes des choses que je facture. Donc c'est pas du tout de l'argent que j'ai essayé d'éluder aux impôts, c'est pas du tout de l'argent sale ou noir, c'est vraiment quelque chose, je fais la facture et je marque que la facture a été payée en espèces et voilà. Au bout d'un petit moment, je dirais quelques mois de travail, de collaboration, après c'est pas régulier, c'est pas tous les jours, mais au bout de quelques mois de collaboration avec Mireille, je me rends compte que dans mon activité, il y a un truc qui va pas. C'est que je perds de l'argent régulièrement, j'achète du métal et je l'achète à bon prix, du moins un prix qui me permet de dégager une marge bénéficiaire, mais depuis quelques temps, je perds de l'argent à chaque fois que je vais déposer des bijoux en or à Anvers, ou plutôt à chaque fois que Mireille va les déposer. Donc je me trouve une autre solution de fonctionnement, c'est-à-dire que plutôt que de mettre les bijoux comme ça dans un petit sac et de les envoyer à Anvers, je me dis que je vais les fondre moi-même pour faire un petit lingot, histoire d'être sûr de ne pas avoir de perte ou qu'il y ait personne qui se serve entre guillemets sur le lot au passage. À ce moment-là, j'ai pas encore trop de soupçons sur Mireille, mais je me pose quand même quelques questions. Et le fait de fondre les bijoux va entraîner chez elle une réaction, on va dire, particulière. Elle va me faire part du fait qu'elle pense que je n'ai plus confiance, ou machin. Il y a une espèce de petite manipulation un peu malsaine qui se fait, et je lui explique que c'est pas ça du tout, mais que voilà, j'aime bien avoir le cœur net de ce que je fais, avoir les bons poids qui correspondent aux bons papiers d'achat, ce genre de choses. Parce que le business du métal précieux, surtout en Belgique, est particulièrement surveillé, et je me dois d'être quand même relativement irréprochable à ce niveau-là. Donc je me décide de changer ma méthode de fonctionnement, histoire d'arrêter de perdre de l'argent, parce que le principe d'une organisation commerciale, c'est de ne pas perdre de l'argent, mais plutôt d'en gagner. Et ça stabilise un petit peu la situation, mais voilà, j'ai toujours pas forcément de soupçons, mais il y a quelque chose qui me dérange un petit peu dans l'attitude de Mireille. Donc c'est quelqu'un qui est très gentil, qui a beaucoup d'humour, tout ce qu'on veut, mais c'est quelqu'un qui ne mange pas, ne s'alimente pas, ne se nourrit que très très peu. Par contre, elle encaisse des dizaines de canettes de coca sans sucre, du Coca Light ou du Coca Zéro tous les jours. Et elle ne carbure qu'à ça. C'est-à-dire qu'elle ne déjeune pas, elle ne mange pas le midi, je lui propose de temps en temps de manger avec moi, elle ne veut pas forcément, elle boit du coca. Et je la vois gober tout au long de la journée des pilules qu'elle me dit être des antidépresseurs, des anxiolytiques, parce qu'elle est très stressée. Et je saurai un petit peu plus tard qu'en fait, ça a probablement joué sur l'attitude qu'elle a eue par la suite. Il y a 2-3 petites choses qui me gênent, en plus de ça. Je me rappelle d'une histoire un peu particulière où j'avais été chez un client qui avait à vendre toute une série de petits échantillons de parfums, des petites mignonnettes de parfums. Et moi, je me suis dit, voilà, le client me fait 200 ou 300 mignonnettes pour une histoire de 100 euros. Je me dis que ça se vend bien, il y a les collectionneurs de ça. Donc, en vendant 2 ou 300 à raison de 2 ou 3 euros pièce, je vais dégager un petit bénéfice. Donc, je reviens avec les mignonnettes à mon atelier, je les mets dans un coin. Et puis Mireille est censée passer le lendemain pour tout à fait autre chose. Et quand elle arrive le lendemain, elle voit les mignonnettes de parfum et elle commence à me dire que
Elle collectionnait ça, qu'elle a beaucoup d'affection pour ce genre d'objets, et puis elle me demande si elle peut les vendre elle-même via internet, etc. Je lui dis écoute, non, je vais le faire moi-même, je vais sortir ça tous les dimanches sur mon petit stand de brocante, et puis je vais me faire un petit sou comme ça au fur et à mesure. Et là par contre on a un problème, c'est que là elle a une réaction qui n'est pas du tout normale. Elle a une réaction que je dirais d'enfant caractériel, donc elle commence à me hurler dessus, à me dire oui mais tu ne te rends pas compte, pour moi c'est très important, et puis je connais, et machin, et limite elle se met à pleurer, enfin pas limite, elle se met à pleurer, et elle se jette dans un divan comme ça, ou un fauteuil, et elle commence à taper avec ses poings sur les accoudoirs du fauteuil, enfin ça lui va vraiment très très loin cette histoire de mignonnette. Et je me dis que c'est quand même un petit peu étrange. Là je commence à avoir des solides doutes sur le fait que j'ai peut-être bien fait d'entretenir ou pas, du coup, une relation plus ou moins amicale et professionnelle avec cette dame. Finalement, je cède. Je lui dis, écoute, tu sais quoi, les mignonnettes, c'est pas si important que ça pour moi. Prends-les, vends-les, fais-toi plaisir. Finalement, je m'en fous, en fait. Ça, c'est l'un des premiers signaux d'alerte que je ressens pour cette histoire. Au-delà d'un certain point, je me rends compte aussi qu'il y a 2-3 petits agissements un peu suspects. Il y a des pièces qui disparaissent, mais étant donné que je suis quelqu'un d'assez bordélique, j'ai pas forcément de puce qui me saute à l'oreille. Je me dis voilà, je l'ai peut-être mise dans un coin, je la retrouverai plus tard, ou voilà. Puis le rangement de l'atelier, finalement, c'est tout aussi anarchique que ce que j'avais avant, sauf que je m'y retrouve beaucoup moins bien. Et je me dis aussi que cette dame commence à être très présente dans ma vie professionnelle. Et du coup, je lui explique, parce que mon collègue de l'époque avait démissionné, parce qu'il avait d'autres projets, et voilà, donc on est resté en très bons termes, mais j'étais du coup de nouveau tout seul. J'explique à Mireille, du coup, que si elle veut qu'on continue à collaborer, ce serait bien pour moi de lui faire un contrat. Déjà, comme ça, elle n'est pas, entre guillemets, employée au noir, parce qu'elle commençait quand même à être très présente, et du coup, ça pouvait s'apparenter à cela. Mais d'un autre point de vue, ce que je ne lui ai pas dit, c'est que je sais que sous contrat, les gens vont avoir moins tendance à faire les cons. Et que du coup, ce serait rassurant pour moi de savoir que si jamais il y a un réel problème, entre guillemets, j'ai un recours légal. Elle refuse. Elle me dit qu'elle ne veut pas de contrat, que finalement elle a ses indemnités de chômage, je pense, ou de prépension, je sais plus très bien, et qu'elle veut les conserver, et que si elle signe un contrat, même pour quelques heures sur la semaine, elle risque de perdre ces droits-là, et elle en a pas du tout envie. Et donc, elle me dit aussi que si je ne sais pas continuer comme ça, et que si elle doit à tout prix signer son contrat, elle arrêtera de collaborer avec moi. Et on a eu cette discussion plusieurs fois, et en fait chaque fois elle me mettait un petit coup de pression en me disant oui mais enfin tu te rends compte, moi j'ai telle et telles indemnités que j'ai pas envie de perdre, voilà, moi finalement je te demande pas grand chose, de temps en temps un petit bijou, machin, de temps en temps une réparation, et je lui dis écoute, moi ce serait intéressant de te rémunérer pour ce que tu fais déjà, mais en plus de ça ce serait bien que j'ai une garantie. Dire si jamais elle transporte mettons un bijou ou un lot de bijoux vers Anvers, qu'elle a un accident de voiture, elle n'a pas de couverture, moi je suis perdu avec mes trucs, je ne sais pas les récupérer, enfin c'est tout un bordel. Et finalement je lui dis écoute, c'est ça ou c'est pas, et du coup on arrête de collaborer. Sachant que sur les dernières semaines où on travaillait de temps en temps ensemble, parce que c'était pas vraiment du travail, elle venait vraiment me regarder travailler, m'aider un petit peu, enfin c'était des petites choses qu'elle faisait. C'était comme si j'avais une bonne copine qui voulait apprendre, en somme. Ces dernières semaines, elle était très 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 irritable, très stressée. C'était un peu compliqué, du coup je l'ai un peu, entre guillemets, envoyé péter, quoi. Un tout petit peu avant l'interruption de cette histoire de contrat, il m'est arrivé un événement qui va avoir quand même toute son importance dans cette histoire. C'est qu'un dimanche, elle est passée sur mon stand à la brocante, elle avait mis 2-3 petites choses à vendre, elle était avec moi derrière les tables, etc. Et à la fin du marché, puisque je déballais mon stand tous les matins vers 5h30 du matin, et je le remballais tous les débuts d'après-midi vers 13h, j'avais un coffret de bijoux en or avec moi qui contenait une 60aine de bagues en or. Et à la fin du marché, forcément, je remballe toutes mes affaires, je remballe mes vitrines. Et la première chose que j'avais tendance à remballer pour être sûr de ne pas avoir de problème pendant mon remballage, de type vol, c'était les bijoux en or. Je les prenais, je les cachais dans ma voiture, précisément en dessous de mon siège, mais calfeutrés par des couvertures. Enfin, c'était... il fallait vraiment savoir que c'était là pour pouvoir les trouver. Ce jour-là, Mireille me dit qu'elle doit partir un petit peu plus tôt. Elle est venue avec 2 gros sacs remplis de petites affaires, des édredons, enfin, elle avait dans son sac des draps, ça je m'en souviens, et elle avait quelques potiches, quelques verreries qu'elle voulait vendre. Et au moment où elle part, elle me dit « Bon, voilà, je dois y aller, bonne journée, bon après-midi, il doit être midi. » Je remballe pas tout de suite. Une demi-heure après, je commence à remballer. Et au moment où j'ai fini de remballer, je monte dans ma voiture, je mets le contact,
et je me rends compte dans ma direction qu'il y a un truc qui va pas. Mes roues tournent pas comme d'habitude. Et je sors de la voiture et je constate que j'ai un pneu qui est dégonflé, mon pneu avant gauche. Ce qui veut dire que comme les voitures sont garées le long de l'allée de la brocante, c'est le côté de la voiture auquel je n'ai pas accès pendant le déballage. Ce qui veut dire que quelqu'un y a eu accès et l'a dégonflé. Le pneu n'est pas crevé, il est dégonflé, la pipette est retirée et le pneu a été simplement vidé. Du coup là je me dis, merde, il y a un problème, je fais le tour de la voiture, je plonge ma main en dessous du siège à travers les draps et je me rends compte que j'ai plus de bijoux en or. Donc là, concrètement, je m'effondre. Je viens de perdre à peu près, à ce moment-là, 30 000 euros. Je suis en début de carrière et je peux vous dire que ça fait extrêmement mal. Sachant que dans ces lots, j'avais des pièces que certains clients m'avaient déposées pour de la vente, que j'ai dû payer par la suite. Mon premier réflexe, c'est d'appeler justement Mireille en lui disant, écoute, on m'a volé mes bijoux. Enfin, je n'étais pas aussi calme que ça, mais je lui dis, écoute, on m'a volé mes bijoux. Est-ce que tu as vu quelque chose? Est-ce que tu as entendu quelque chose? J'ai pas vraiment de soupçons. Et au téléphone, elle est super bizarre. Elle me dit, écoute, non, j'ai rien vu, mais elle est très calme. Je veux dire, quand quelqu'un que vous connaissez depuis plusieurs mois, dont vous aimez l'activité, dont vous aimez le travail, perd une grosse partie du fruit de son activité et de son travail, vous êtes quand même un tout petit peu empathique. Il y a quand même quelque chose qui vous vient, vous dire, oh là là, merde, ah c'est con pour toi, oh je suis désolé, machin, si je peux t'aider, n'hésite pas. Et là, pas du tout. En fait, elle est vraiment stoïque. Elle est en mode, bah écoute, non, je sais pas, mais attends, je reviens. Et elle revient sur le parking. Et les 2-3 autres marchands amis que je connais qui étaient sur place, il y avait aussi mon papa qui travaillait sur ce marché-là, étaient un peu tous catastrophés pour moi. Et elle arrive tout à fait normalement. Je sais pas comment l'expliquer, mais il y a un truc qui colle pas dans son attitude. Elle me dit que bon, bah oui, bah c'est comme ça, hein, c'est la vie, ma pauvre dame, vous comprenez, voilà. Et je suis un peu estomaqué par son attitude, et quelques jours après, en ayant bien réfléchi à toute cette histoire, et après avoir été porté plainte à la police, en leur donnant des photos des bijoux volés, en ayant envoyé des photos de ces bijoux à toutes les fonderies de Belgique quasiment, pour que si jamais quelqu'un tombe sur le lot, puisse m'en avertir, je me dis que là, il est vraiment grand temps d'arrêter ma collaboration avec cette dame. Je ne sais rien prouver, je ne sais pas si c'est elle ou pas elle, mais il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui colle pas et je me décide à, entre guillemets, arrêter la relation. Je lui dis, écoute, voilà, on va arrêter de collaborer, même si on peut pas vraiment parler ici d'une collaboration franche. Quelques semaines s'écoulent, j'ai plus de nouvelles de Mireille. Et un jour, mon téléphone, enfin je reçois une notification sur mon téléphone me signifiant que j'ai un message vocal sur ma boîte à messages. J'écoute le message en question et je comprends que c'est un policier. J'entends que c'est un agent quelconque qui doit me voir, mais la communication est extrêmement mauvaise, il y a un peu de la friture sur la ligne, et vu qu'il a appelé en numéro privé comme le font les services de police habituellement, je ne sais pas le rappeler, je n'entends pas qui c'est, ni même de quel commissariat, je sais juste que la police m'a appelé et qu'elle veut me parler de quelque chose, mais je ne sais pas quoi. 2 semaines se passent, après ce fameux message, et je reçois dans ma boîte aux lettres un courrier de la police, me stipulant qu'ils doivent m'entendre comme témoin dans une affaire. Alors quand la police vous envoie des courriers dans ces cas-là, ils ne disent rien. Même quand vous les appelez, ils ne disent rien, parce que j'ai appelé le commissariat justement de l'arrondissement qui me convoquait pour essayer d'avoir des informations. Je me suis dit peut-être qu'ils ont retrouvé mes bijoux et qu'ils veulent me voir pour ça, et j'essaye de poser la question au commissaire que j'ai au téléphone. Et le mec ne veut rien me dire, il me dit juste écoutez, voilà, on vous attend, vous avez 15 jours pour vous présenter, on prend rendez-vous et je me rends au commissariat de police. J'arrive donc sur place et je me retrouve du coup dans une salle d'attente. Et puis un peu plus tard, il y a deux personnes, 2 inspecteurs qui viennent me chercher dans la salle d'attente, qui me font les suivre dans leur bureau et je m'installe à une table. Et du coup le gars me dit voilà, monsieur, est-ce que vous connaissez une certaine madame Untel? Et il me cite le nom de famille de Mireille. Je dis écoutez, oui, je la connais. C'est quelqu'un qui a été une amie en quelque sorte et qui m'a un tout petit peu aidé dans mon travail, etc. Et cette dame avait une maison dans un autre pays, et de la famille dans un autre pays où elle retournait régulièrement pour se ressourcer, pour certaines choses. Enfin voilà, elle vivait entre deux pays. Et elle m'avait fait part du fait que les dernières semaines où on collaborait, elle m'avait fait part du fait qu'elle en avait marre de la Belgique et qu'elle voulait partir, retourner dans ce pays-là. Et du coup, j'en avais déduit qu'elle était partie. Et du coup, le commissaire me dit, écoutez, est-ce que vous savez où elle est, cette dame, pour l'instant?
Et un peu naïvement, je réponds bah oui, elle est repartie dans son pays, elle m'a dit qu'elle avait une maison là-bas, etc. Et le commissaire m'interrompt un peu énervé. Il me fait écoutez, non, Madame Intel, elle est en prison, à la prison de Saint-Gilles, donc à Bruxelles. Et je tombe vraiment des nues. Et je dis écoutez, d'accord, mais en quoi ça me concerne? Il me dit écoutez, vous allez comprendre, Madame Intel est en prison depuis 2 mois. Elle fait 4 mois de prison préventive. Donc la préventive, c'est les affaires graves. Vous n'êtes normalement pas incarcéré avant une enquête et les peines de prison qui sont applicables sont de l'ordre de plus de 2 ans. Plus de 2 ans de prison, c'est déjà costaud. Il faut déjà des solides chefs d'accusation. Et si vous faites 4 mois de préventive, c'est que vous êtes vraiment dans un truc de merde. Donc le commissaire me dit voilà, écoutez, cette dame nous a dit qu'elle travaillait pour vous. Alors moi non, en fait elle a jamais réellement travaillé pour moi et je la connais, je vois plus ou moins ce qu'elle fait. Elle m'avait dit qu'elle avait encore quelques petites activités qu'elle faisait en tant que privée dans des rachats de bijoux, des reventes, parce qu'elle était collectionneuse, ça lui permettait d'acheter des pièces et plusieurs fois elle s'était targuée d'avoir trouvé des filons de rachat pour des bijoux en or et des contacts qui lui permettaient d'acheter des bijoux moins chers que moi et que voilà. Mais donc le commissaire m'apprend que cette dame est en prison pour une peine de prison préventive. Et les commissaires commencent à me poser des questions sur sa manière de fonctionner, sur les montants qui sont brassés par les gens lors du rachat d'or, etc. Alors le rachat d'or, ça a cette petite particularité qui est de débloquer des chiffres d'affaires qui sont assez énormes, mais des bénéfices qui sont tout petits. À l'époque, je dois tourner sur un bénéfice qui est de l'ordre de 2 à 5% sur l'or que j'achète. Ce qui veut dire que par exemple sur 100 000 euros de chiffre d'affaires déplacé, je n'en gagne réellement que entre 2 000 et on va dire 4 000 euros sur des trimestres entiers. Donc c'est pas énorme quand vous êtes indépendant en termes de revenus. Après je ne fais pas que ça évidemment. Mais donc les policiers me sortent un chiffre, ils me disent voilà écoutez, madame machin là, elle est en prison pour association de malfaiteurs, recel de bijoux volés, machin, et je me dis mais quel bazar, qu'est-ce qu'elle a foutu quoi. Et ils m'exposent des chiffres, ils me disent voilà, elle a fait autant de chiffres de vente en espèces dans une fonderie à Anvers, est-ce que ça vous dit quelque chose? Et c'est la même fonderie que celle à laquelle m'avait recommandé d'aller. Je dis écoutez, oui, je connais cet établissement, je travaille avec, mais les chiffres que vous m'annoncez là pour une particulière, c'est vachement élevé. Les policiers comprennent que j'ai pas grand-chose à voir avec ça, et que moi, fondamentalement, je travaille avec la même fonderie, mais que je ne suis plus du tout proche de cette femme, quoi. Les policiers, du coup, me laissent plus ou moins partir, me laissent partir, et me disent, écoutez, voilà, si on a des questions, on vous appelle, machin, mais a priori, vous n'entendrez plus jamais parler de nous. Ok, je rentre chez moi. Durant cette période, je suis assez stressé, même vachement stressé, et du coup, je ne dors plus à mon domicile, je loge chez ma maman, puisque je ne me sens pas bien et j'ai besoin de soutien moral, émotionnel. Je suis très stressé, j'ai perdu pas mal d'argent, j'ai mes bijoux qui se sont fait voler, j'ai été partiellement pris dans une histoire de police à cause d'une nana avec qui j'ai jamais vraiment bossé. Enfin bon, c'était un peu une période compliquée. À côté de ça, j'avais commencé un nouveau travail en parallèle de mes activités de bijouterie, toujours comme freelance, et ce travail se déroulait sur Bruxelles. Un matin, je prends la route depuis chez ma maman pour aller à Bruxelles. Et il doit être quelque chose comme 7h du matin. Et dans la voiture, mon téléphone sonne, numéro privé. Je me dis, aïe aïe aïe, ça pue la merde, numéro privé, ça peut être la police, et ça a pas raté. Je décroche, on est à peu près 15 jours après la première entrevue avec les inspecteurs. Et c'est l'inspecteur que j'ai rencontré au téléphone qui me dit, ouais, monsieur Van Caneghem, vous êtes où? Je dis, je suis sur la route. Ah, vous n'êtes pas chez vous? Je fais non, je suis pas chez moi. Ok, mais parce qu'on est venu chez vous ce matin très tôt et vous étiez pas là. Je fais non, je ne dormais pas chez moi, je dormais chez ma maman. Il me dit ah ok, c'est bizarre. Écoutez, ce serait quand même pas mal que vous preniez la journée et que vous veniez nous rejoindre chez vous. Donc là, je comprends que l'affaire a pris une toute autre tournure et que je dois aller chez moi en urgence. J'appelle les gens pour qui je travaillais à ce moment-là, en leur disant que je ne serai pas là aujourd'hui sans donner beaucoup plus de détails. J'appelle ma mère, je lui dis écoute maman, j'ai peut-être besoin de repasser par ta maison et que tu viennes avec moi à la mienne, parce que je pense qu'il y a un truc qui pue la merde qui est en train de se passer, et je vais avoir besoin de soutien quoi. Je retrouve donc ma maman chez elle, on prend sa voiture, on arrive chez moi.
Je vois une voiture garée devant ma maison avec effectivement les 2 agents de police que je reconnais. Je sors de ma voiture du coup. Ils viennent à ma rencontre sur la rue et me disent voilà, on va rentrer, on va vous expliquer quoi. J'y arrive, je vous cache pas, je suis blanc comme un cachet d'aspirine, j'y arrive en tremblant, avec le souffle haletant. Je suis pas très à l'aise parce que je comprends qu'il va se passer quelque chose de pas très cool. J'ouvre la porte de ma maison, ma mère me suit, les 2 inspecteurs me suivent et derrière eux je veux refermer la porte. Et il y a une main qui bloque la porte. La porte se rouvre et il y a 3 policiers supplémentaires qui rentrent. Donc on est dans mon hall d'entrée à 7 du coup, 5 agents de police, dont les 2 inspecteurs que j'avais déjà rencontrés, ma maman et moi. Donc là on est dans mon hall d'entrée et les policiers me disent écoutez on va monter, on va aller se mettre, on va aller s'asseoir. Et là je suis très méfiant, je leur dis écoutez non j'ai pas envie de m'asseoir, dites-moi ce qui va pas, j'aime pas cette situation quoi. Et le mec me dit écoutez monsieur, on va aller s'asseoir, on n'a pas trop le choix. Je me dis d'accord, je monte avec des pieds de plomb mon escalier, on arrive dans mon salon. Je reste debout. Et l'inspecteur me dit asseyez-vous. Je dis écoutez non, je vais rester debout là. Il me dit non monsieur, asseyez-vous, ça vaut mieux parce que je vais vous annoncer. Je m'assieds. Et là le coup près tombe. Le policier me dit écoutez, vous êtes placé sous mandat d'amener. Donc le mandat d'amener en fait ça a la particularité de ne pas être un mandat d'arrêt. Vous êtes entre le statut de suspect et de témoin. C'est-à-dire que la justice ne sait pas trop où vous mettre, du coup, elle vous embarque. Parce qu'on a des questions à vous poser et vous avez des preuves à apporter pour vous sortir d'un dossier qui est souvent épineux. Parce que quand on vient vous chercher, c'est généralement pas très très bon. J'accuse le coup, forcément, d'être traité entre guillemets un peu comme un criminel alors que j'ai jamais rien fait. Je suis pas très content d'être placé sous mandat d'amener. Les policiers me font comprendre qu'on va rester un petit moment chez moi, qu'ils vont perquisitionner mon domicile, qu'ils vont chercher des choses qui peuvent me ramener de près ou de loin à cette affaire, ou m'en sortir, et qu'ils ont besoin de voir mes ordinateurs, ma comptabilité, mes documents, enfin c'est un bordel quoi. Je prends un coup de massue dans la tronche qui est assez dantesque, et là j'ai une espèce de crise de nerfs quoi. Déjà je suis pas bien, ça fait plusieurs semaines que je suis pas bien, que cette histoire me va loin, que ça ne me plaît pas, que je suis anxieux. Et je monte dans mon atelier, là où sont entreposés mes documents, avec les policiers. Et je suis dans un sentiment de colère et de tristesse en même temps, et je pleure de rage. Je suis vraiment pas dans de bonnes augures, et je prends les classeurs d'achat, je les donne aux policiers, mais un peu n'importe comment, en leur disant écoutez, ouais, mais c'est bon, maintenant je vais régler tous les problèmes, je vais vous donner ça, et je donne ça, je débranche le PC en arrachant les câbles, comme une furie. Et les policiers arrivent à me calmer, me demandent si j'ai rien de spécial à déclarer, et non, j'ai pas grand chose à déclarer, si ce n'est qu'à l'époque j'ai un coffre dans lequel j'entrepose quelques pièces de stock et un peu de fonds de trésorerie, mais pas beaucoup. Ils perquisitionnent du coup mon domicile, c'est assez léger je pense en termes de perquisition, ils retournent rien, ils veulent juste les documents que je leur donne, ils veulent des éléments, des mails, ce genre de trucs que je leur donne aussi. Ils veulent voir mon coffre, s'il n'y a pas de bijoux volés dedans, je leur montre, il n'y a pas grand chose puisque je m'étais tout fait voler quelques semaines avant. Et du coup les policiers me disent que là maintenant on doit quitter la maison et que j'y reviendrai peut-être pas ce soir. Et j'irai probablement pas chez ma mère non plus. Parce que ce soir-là, il y a de fortes chances que je dorme en cellule. Et ça, franchement, pour un claustrophobe, c'est assez effrayant comme perspective. Les policiers me disent qu'on va repartir au commissariat au bout d'une heure et demie à 2 heures de perquisition. Ils ont embarqué tout ce qu'ils avaient besoin d'embarquer. Finalement, pas énormément en fait. Des classeurs de documents, des papiers d'achat, un disque dur avec mes informations comptables. C'est à peu près tout. Ils me disent de prendre à manger pour la journée. Je vous avoue que j'ai pas à ce moment-là super faim. Donc je prends un peu en dépit quelques graines, des noix de cajou, une pomme et une banane et une bouteille d'eau. Voilà, c'est tout. Au moment de sortir de la maison, ils me regardent, je les regarde. Il y a un moment un peu suspendu dans le temps et puis je leur dis vous allez me mettre les menottes pour me faire sortir devant mes voisins. Et là le policier a une réaction que je trouve plutôt rigolote. Il me dit écoutez, vous avez pas l'air bien méchant. Vous avez pas l'air de vouloir vous encourir ni de nous taper dessus. Donc on va pas vous mettre les menottes. Vous allez juste aller dans la voiture avec nous. Et voilà, donc je pars avec mon petit sac, avec ma pomme, ma banane, mes quelques noix et ma bouteille d'eau dans l'autre main. Pour une après-midi qui, je pense, va être longue, très longue. Je monte dans la voiture.
Et le commissariat n'est pas extrêmement loin de là où je vis, on est à un quart d'heure de route. Mais le stress, l'angoisse, la tristesse, la colère font que ce trajet me semble vraiment interminable. C'est un très très long trajet que je fais en larmes. Je suis dépité, complètement désespéré. Je suis de retour au commissariat du coup, puisque j'y avais été il y a 15 jours pour être entendu comme témoin. Et là, je suis de retour au commissariat, mais pas par la porte d'entrée, par les garages de la police. Alors c'est vraiment un film d'action, quoi. Vous entrez dans un garage avec une espèce de petite porte dérobée en dessous du commissariat. Vous longez les couloirs en béton en voiture, avec tout plein de voitures de police garées dans tous les sens, avec les véhicules anti-émeutes, les grosses camionnettes de police. Enfin, c'est un peu surréaliste pour moi qui n'ai jamais été un grand habitué de ce genre d'exercice. Et donc, voilà, ils garent la voiture, ils me font monter dans les bureaux par un escalier. Je suis de retour à la même place que là où j'étais il y a 15 jours. Sauf que les conditions ont un tout petit peu changé. C'est que là, je suis plus témoin, mais je suis clairement suspect, quoi. On est à peu près sur le coup de midi et demi. Le policier me dit, écoutez, voilà, vous êtes donc en garde à vue, et vous allez donc passer en audition. On va en avoir pour quelques heures d'audition. Vous avez la possibilité de voir un avocat ou de voir un médecin si vous le désirez. Je dis, écoutez, non, j'ai pas besoin de médecin déjà pour commencer. Je dis, écoutez, un avocat, franchement, je sais pas où je suis. Le policier me dit, écoutez, pour faire simple, si vous demandez à voir un avocat, vous allez avoir une entrevue d'un avocat avec un avocat pour 2 ou 3 heures. Après ça, vous en allez peut-être en avoir pour 3 ou 4 heures d'audition. Le procureur qui gère l'affaire termine sa journée à 17h. Donc si vous voulez avoir une chance d'être dehors avant ce soir, vous avez tout intérêt à ne pas prendre d'avocat. Éventuellement, vous avez droit à un coup de fil d'1 quart d'heure avec un avocat commis d'office, histoire d'avoir un maximum d'informations sur ce qui peut vous arriver ou sur la manière que vous avez de vous défendre. J'opte pour cette solution-là, en me disant qu'il y a une seule chose que je dois éviter à tout prix, en tant que grand claustrophobe, c'est de dormir en cellule. Donc le policier me dit, écoutez, voilà, la loi m'oblige à vous faire passer un appel à un avocat quand même, donc je vous invite à vous rendre dans une pièce à côté. Il m'a escorté dans une pièce à côté. Il me dit, écoutez, voilà, vous rentrez dans la pièce, alors c'est un truc avec des carreaux blindés, vous voyez vers l'extérieur. Il y a une table en bois avec 2 chaises au milieu d'une pièce, et sur le côté de la pièce, il y a des espèces de cabines faites avec du contreplaqué. Et dans ces cabines se trouve un téléphone, comme une cabine téléphonique. Donc le policier me dit, voilà, vous rentrez dans la pièce, vous asseyez au milieu, et quand le téléphone sonne, vous décrochez. Et vous aurez un avocat, et vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez. Le téléphone sonne, du coup, quelques minutes après, comme convenu. Je décroche. Et l'avocat, j'ai plus du tout son nom en tête, mais bonjour, maître machin, je suis votre avocat commis d'office, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Et donc j'explique à l'avocat, je lui dis, écoutez, voilà, je me retrouve dans un truc de bijoux volés, je comprends pas ce que je fous là, en fait. Et là, il se passe un truc assez rigolo, c'est que l'avocat me dit, ah, mais vous parlez de l'affaire Intel ? Et il me cite le nom de Mireille. Et je lui dis, oui, c'est ça, c'est cette affaire-là. Et il me dit, écoutez, je représente déjà 2 personnes dans cette affaire, donc je peux pas en représenter une 3e parce que c'est pas légal. Donc voilà, je voyais avec un de mes confrères, et il raccroche. Et là, il y a 2 choses. La première, c'est que je me dis, mais bordel, qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce que ça avait une chance d'arriver ? Et la deuxième chose, c'est que je me dis qu'avec la statistique, pour que l'avocat commis d'office représente déjà 2 personnes dans cette même affaire, on parle pas d'une affaire qui englobe 2 ou 3 pecnos. On parle d'un truc qui est quand même plus grand, quoi. Et là, je prends pleinement conscience que je suis dans un truc dont je n'ai pas la moindre idée de ce dont il s'agit. Du coup, je vais toquer à la porte où le policier m'attendait, à la sortie. Et je lui dis, écoutez, ils veulent pas me prendre parce qu'en fait, ils ont déjà des gens de cette affaire-là. Il me dit, ah, ok, pas de souci, rasseyez-vous, je repasse un coup de fil. Et vous décrochez quand ça sonne. Donc je m'assieds, le téléphone ressonne, et là, je tombe sur un avocat qui est un peu plus rassurant, qui me dit, écoutez, je vois bien, mais si vous êtes exactement la personne que vous dites être, si vous avez toutes les preuves que vous dites avoir, c'est-à-dire si vous n'avez rien à vous reprocher, ce soir vous êtes dehors, quoi. Et là, je vous cache pas qu'après la journée que je venais de passer et les quelques semaines que je venais de passer, pour moi, je vois ça comme une bénédiction. Pour moi, c'était une bonne nouvelle, quoi. Et une bonne nouvelle, à ce moment-là, ça fait vraiment, vraiment du bien, quoi. Je me retrouve donc à retraverser les locaux de la police, et je suis à nouveau face aux 2 inspecteurs, qui me signifient que ma garde à vue commence, et que du coup, ma déposition aussi, enfin mon audition plutôt, c'est pas une déposition, c'est une audition,
Et ils commencent à me poser tout un tas de questions sur mon activité. Et en fait, ils en viennent assez vite au fait qu'ils m'avaient posé la question par rapport aux chiffres de Mireille, par rapport à ce qu'elle avait vendu à la fonderie, où j'avais dit que pour un particulier, ça me semblait beaucoup. Et en fait, ils ont été demander mon dossier à la fonderie aussi. Et ils se sont rendus compte que mon chiffre était plus élevé. Genre 2 ou 3 fois plus élevé que le sien. Sauf que moi, je suis professionnel dans le milieu. Du coup, il est logique que j'ai un débit un peu plus important. Et en fait, les policiers, quand ils ont vu ça, quand ils ont vu la différence de chiffres, ils se sont dit que j'avais essayé de minimiser mon chiffre par rapport à celui de Mireille. Et que du coup, j'étais d'autant plus suspect. Et en fait, c'est pour ça qu'ils sont venus me chercher. Alors, je tombe des nues. Pendant toute cette garde à vue, je tombe des nues parce qu'en fait, j'apprends, et c'est là où ça devient complètement lunaire, qu'en fait, Mireille avait trouvé des gens à qui racheter des bijoux en or pour gagner un petit peu de sous qu'elle allait déposer à Anvers. Mais j'apprends qu'elle fait ça depuis un moment. Et en fait, j'apprends qu'elle fait ça sous couvert de mon identité, dans une fonderie. Et qu'en fait, les incohérences de chiffres qu'il y avait dans mes lots depuis ce moment-là, depuis le début de la collaboration, étaient probablement liées au fait qu'elle mélangeait des bijoux volés avec ceux que moi j'achetais. Et qu'elle avait en fait simplement usurpé mon identité pour gagner de l'argent. J'apprends également que les gens à qui elle achète ces bijoux, en fait, c'est un réseau de gens dont le métier est d'arracher les colliers ou d'agresser les gens pour leur voler leurs bijoux en or. C'est un réseau qui évacue aussi des bijoux de braquage. Je me dis que là, ça fait déjà beaucoup, mais c'est pas fini parce qu'en fait, elle se prend une deuxième affaire en croisée avec la première, qui est qu'en fait, elle a extorqué et abusé de la confiance de cette gentille petite dame en chaise roulante que je voyais de temps en temps avec elle au magasin. Et en fait, cette petite dame était ruinée alors qu'elle avait un patrimoine estimé à plusieurs centaines de milliers d'euros qui devait lui assurer tous ses frais de fonctionnement de maison de repos et sa nourriture. Et cette petite dame n'a plus rien en fait parce que tout lui a été volé par Mireille. Du coup, je découvre en fait la face cachée de l'iceberg. Et la face cachée, c'est un peu du grand n'importe quoi. Je me sens un peu responsable parce qu'elle a finalement vu un petit peu comment je fonctionnais et elle s'est basée là-dessus pour faire ça. Je parle pas de la petite dame âgée, je parle de l'achat et vente de bijoux. Cette garde à vue est complètement lunaire pour moi parce que je suis pas un habitué de ça. Mais en plus, je me retrouve englué dans un bazar qui prend des dimensions qui me dépassent complètement. Je réponds à toutes les questions et j'y réponds assez bien. De manière à ce que les policiers, vers 16h30, me disent « Écoutez, voilà, on n'a plus trop de questions à vous poser, on y voit un petit peu plus clair dans le bazar. Mais maintenant, il va falloir en fait nous donner une preuve que vous n'y êtes pour rien dans cette histoire. » Donc là, c'est un peu compliqué pour moi parce que je me dis mais merde, en fait, je dois prouver que je suis innocent alors que normalement, c'est la justice qui doit prouver que je suis coupable. Et là, j'ai un éclair de génie. Un peu après avoir arrêté de fréquenter Mireille, j'avais envoyé un email aux 2 fonderies avec lesquelles je travaillais à l'époque en leur disant voilà, si cette dame se présente, il est interdit pour elle de vendre en mon nom. Et un email en fait vaut équivalent d'un courrier officiel. Du coup, je dis ça aux policiers, je leur dis écoutez, j'ai envoyé un mail normalement à telle et telle société, à cette date-là, et je pense que ce serait pas mal que vous le voyiez. Et là, le policier a une attitude particulière, il est un peu content pour moi en fait. Je ressens qu'il est un peu content pour moi. Les 2 inspecteurs qui m'auditionnaient ont été vraiment super gentils. Ils n'ont pas du tout été pressants, ils n'ont pas du tout été méchants, absolument pas. Ils étaient, j'ai envie de dire, plutôt réalistes par rapport à ce qui se passait. Et là, l'inspecteur me dit « Effectivement, vous avez envoyé cet email, et cet email, on l'a reçu en fait. Il y a une des sociétés qui nous l'a donné, mais on voulait être sûr qu'il vienne bien de vous. » Et là, je me rends compte que, heureusement pour moi, c'est gagné, quoi. Mais peut-être pas encore tout à fait. Puisqu'après ça, le policier me dit je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut. Maintenant, je vais appeler le procureur. Et puis, on va voir ce qu'il advient on va voir ce qu'il advient de vous pour ce soir. On va voir si vous allez dormir au frais ou si vous allez rentrer au chaud sous votre couverture à vous. L'attente, une fois de plus, c'est la 2e de la journée, est très longue. Pourtant, le coup de fil ne doit pas durer très très longtemps. Ça doit durer 5 à 10 minutes. Je reste avec l'autre inspecteur. On papote. C'est pas le bagne non plus. Ils sont humains comme moi et je suis humain comme eux. Et j'ai pas été virulent, ni attaquant, ni même plutôt, j'ai envie de dire,
J'ai l'habitude de balancer des petites blagues et je pense qu'ils en ont apprécié quelques-unes. Finalement, en fait, cette garde à vue, ça s'est terminé un peu par je vais pas dire des éclats de rire, mais quelques franches rigolades quand même, histoire de détendre un petit peu le machin, autant du côté des inspecteurs que de mon côté. C'était plutôt bonne ambiance. Je m'attendais honnêtement à bien pire. Au bout de 5 à 10 minutes, l'inspecteur revient et il me dit « Bon, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. » Et je lui dis « Écoutez, avec la journée que je viens de passer, là, je pense que la bonne nouvelle, ce serait pas de refus parce que là, il va m'en falloir une, quoi. » Le policier me dit que je suis libéré. Voilà. Que je ne suis pas impliqué dans l'affaire, mais que cette libération a une condition. Il me dit que cette libération a une seule condition, c'est qu'en fait je fournisse les pièces qui me manquaient à la comptabilité pour qu'eux puissent clôturer leur enquête en fait. Et là je comprends concrètement, ils m'expliquent, ils me mettent un petit peu dans la confidence, qu'en fait ils savent très bien que cette dame a fait des choses graves, qu'ils n'ont pas d'autre choix que de la coincer parce que ce qu'elle a fait c'est du criminel, c'est plusieurs années de prison, et qu'en fait ils veulent juste chiffrer la quantité d'or qu'elle a vendue pour elle en bijoux volés et la quantité d'or que j'ai vendue pour moi. Et en fait, moi j'ai toujours eu le bon ton, même quand j'étais payé en espèces, de faire des factures pour chacune de mes transactions. Et donc du coup, ce chiffre est assez facilement évaluable. Mais qu'eux, ils ont besoin de la différence, entre guillemets, entre mes factures et ce qui a été réellement déposé par cette dame pour pouvoir chiffrer le préjudice de l'escroquerie en fait qu'elle a monté. Au moment où le policier me dit que je suis libéré, je pleure de joie, parce que je me voyais vraiment dormir en cellule, et ça aurait été vraiment une très 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 mauvaise expérience pour moi. Je ne vous cache pas qu'à ce moment-là, la garde à vue se détend nettement, surtout de mon côté, même si c'était déjà pas très très tendu au départ, mais là vraiment je respire. Les policiers du coup me font signer mon audition, les procédures se terminent tout doucement, et ils me disent voilà que j'ai 48 heures ou 72 heures pour envoyer les documents nécessaires, et je leur dis qu'évidemment dès que je rentre je m'occupe de ça. Le matin où ils sont venus me chercher, donc c'est-à-dire le matin même, il y avait un grand soleil, et là au moment de quitter le poste de police, je pouvais à nouveau sortir par la grande porte et pas par les garages, parce qu'aussi j'étais libre. Il pleuvait. Et en fait, les policiers, pour ma garde à vue, comme ils m'ont mis un petit peu dans des locaux à droite à gauche, une fois pour attendre, une fois pour passer un coup de fil, ils m'avaient demandé si je voulais retirer mes lacets ou mes chaussures, pour éviter les risques de suicide, parce qu'il y a pas mal de gens en garde à vue qui parfois pètent un peu des plombs et mettent fin à leur jour en cellule ou même ailleurs. Du coup, j'avais retiré mes chaussures. Et en fait, je me suis tellement dépêché de sortir du poste de police que en fait, j'étais en chaussettes dehors. Sauf que le temps avait un petit peu changé. Là, à ce moment-là, il y avait une drache nationale, comme on dit chez nous en Belgique. Donc en gros, il pleuvait énormément. Et j'étais en chaussettes avec mes chaussures en main et mon petit sac avec ma pomme dans laquelle j'avais vaguement croqué une bouchée et il me restait toutes mes graines, ma banane et ma bouteille d'eau. Je vous avoue que ce jour-là, j'ai pas mangé ni bu grand-chose. En train de me dépêcher de sortir, et les policiers m'ont dit écoutez, vous voulez pas attendre à l'intérieur que quelqu'un vienne vous chercher? J'avais pu préalablement appeler mon papa pour qu'il vienne me récupérer à la sortie du poste de police. Et là, je leur ai dit un petit peu gêné, je leur ai dit non mais ça va, je vais attendre dehors, j'ai besoin de marcher un petit peu. Et donc me voilà dehors, en chaussettes, sous la pluie, avec juste un pull sur les épaules et mon pauvre sac avec ma banane, ma pomme et mes petites noix de cajou dans le fond. Mon papa a mis un bon moment à arriver parce qu'il habite pas tout près de chez moi, il a mis une petite heure, mais je vous cache pas que là, l'attente, ça a été. Comparé à ce que j'ai attendu à d'autres moments pendant la journée, ça n'avait pas grand-chose à voir. Avant de partir, les policiers m'ont proposé de me porter partie civile dans l'affaire. Ils n'ont pas su me dire si c'était elle qui m'avait volé le fameux coffret de bijoux qui m'avait été dérobé à la brocante. Ils n'ont pas su m'en dire plus. Je ne me suis pas porté partie civile. Partie civile, en fait, c'est un statut particulier. Vous n'êtes pas accusé, vous n'êtes pas victime, vous êtes en fait une sorte de victime collatérale. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir accès à l'affaire. Et si jamais il y a des choses dans l'affaire qui vous concernent, à ce moment-là, vous pouvez vous porter préjudice. Enfin, vous pouvez vous porter victime, et vous pouvez réclamer vous aussi des dommages et intérêts ou interférer dans le jugement. J'ai refusé pour une raison simple, c'est qu'en fait j'avais une envie irrépressible de mettre très rapidement tout ça derrière moi. Je ne voulais plus jamais entendre parler de Mireille. D'ailleurs, je n'en ai plus jamais entendu parler. Sachant que entre les deux gardes à vue, enfin la première fois où j'ai été comme témoin et la fois où j'ai été comme suspect, j'ai été contacté par son frère qui a essayé de me pousser à faire des factures de vente de bijoux pour sa sœur qui était à ce moment-là incarcérée, pour essayer de l'innocenter et de moi me mettre dedans encore plus. Chose que évidemment j'ai refusé et j'ai gentiment envoyé
le frère se faire foutre, en lui disant que j'étais désolé pour sa sœur, mais que malheureusement, il était hors de question que je m'enfonce à sa place, qu'elle avait fait de la merde et que c'était à elle à assumer, évidemment. Quelques jours après ça, après avoir du coup refusé d'être porté partie civile, j'ai envoyé les dernières pièces qui manquaient aux policiers pour terminer leur dossier. Et voilà, j'ai eu un mail de réponse, merci. Et un peu au plaisir de ne plus vous revoir. C'était partagé pour le coup, j'avais plus forcément envie de les revoir. L'affaire s'est arrêtée là. Je ne sais pas ce qu'est devenu Mireille. Je ne sais pas exactement combien de temps de prison elle a fait, mais je sais qu'elle a pris de la prison ferme. Je ne sais pas ce qu'il est advenu de cette petite dame, je ne sais pas ce qu'il est advenu de la famille, je ne sais même pas jusqu'où cette affaire a été en fait en termes de bijoux volés, d'associations de malfaiteurs, je n'ai aucune idée des proportions que ça a prises. Et vu que je ne me suis pas porté partie civile, je n'en aurai jamais la moindre idée. Bon, ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant, donc je pense que je peux être plus ou moins tranquille, c'est pour ça que je me permets d'en parler, toujours sous couvert d'anonymat. Mais voilà, c'est une bonne représentation du fait qu'on ne connaît finalement jamais réellement les gens. Et voilà. Ça, c'était la fois où j'ai failli finir en prison. J'espère que l'histoire vous a plu, ça m'a fait du bien d'en parler. Je vous cache pas que j'ai toujours un petit pic de stress quand j'évoque cette histoire, mes proches évidemment étaient au courant de tout ça. Et rien que d'en parler, j'ai un peu les mains moites, j'ai le cœur qui s'accélère un petit peu, je sens que j'ai le souffle un peu plus rapide que d'habitude. Mais je trouvais que l'histoire valait la peine d'être partagée, déjà pour des soucis de prévention, et aussi parce que franchement, on va pas se mentir, c'était croustillant. Si ce podcast vous a plu, je vous invite à me le faire savoir via le petit bouton des pouces. Je vous invite, si quelque chose de similaire vous est arrivé, ou si ce podcast vous a simplement évoqué un commentaire évocateur, à me le laisser dans la section commentaires de la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à mon travail. D'ici à la prochaine vidéo ou au prochain podcast, prenez soin de vous, je vous embrasse. Ciao.